Alors donc les slides, donc ils sont sur, je disais, ils sont sur css.dive.net et je les avais enregistrés. Et bien sûr, j'ai fait une petite modification. Là, pour chaque slide, donc s'il y a une vidéo, enfin une partie de la vidéo disponible, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie Comment faire pour directement à la que, au séquence niveau de tout votre site, concernée. Et donc on voit que ce toutes que vos nous avons pages, ici vous n'est pas gardez donc de la exactement ce qu'on cohérence? a derrière. Il y a quelque chose qui a été ajouté, donc il y a eu une mise à jour. Et c'est pas grave. Donc ici, il y a des endroits où il n'y a pas de vidéo, c'est juste pour vous dire. Il faudrait que j'enregistre maintenant, que j'ajoute ça sur YouTube. Et puis... Alors qu'est-ce qu'on va voir? Donc ici, dans cette partie de CSS, c'est les choses qui vont nous permettre de créer vraiment un site. Alors la première des choses, donc très importante, c'est la typographie. Et donc les polices, etc. Comment on va jouer avec les polices? Parce que dans un site, je veux agrandir la police de manière globale. Comment on fait pour que ça se produise? Agrandir, réduire. Et puis, au niveau des dispositions, le site, c'est un ensemble de boîtes. La dernière fois, on avait vu une boîte. Maintenant, on va faire l'agencement de boîtes. Les unes à l'intérieur des autres, à côté des autres, verticalement, etc. Et puis, aussi, donc, la disposition, alors ici, je dis de texte en colonne, mais ça, de contenu en colonne. Donc, vous avez des contenus. Au lieu de l'afficher directement, globalement dans votre page, vous pouvez faire en sorte qu'il s'affiche sur des colonnes, un peu comme dans le journal. Quand vous prenez le journal, vous avez des colonnes. On peut choisir combien de colonnes on veut, 3, 4, et donc ça se règle automatiquement. Et alors après, il y a un truc très important quand on affiche les articles, par exemple, souvent vous avez une image. Et donc le texte, il va flotter autour de cette image. Et alors, comment on fait pour ça? Et donc on verra qu'on utilise la notion de flottement qui est reprise dans la disposition de mise en page des sites. Quand on fait la mise en page des sites, dans les sites, on va avoir des, comment dire, des parties, le header, la barre de navigation, le footer, etc. Et donc vous allez avoir des parties, eh bien, il faut pouvoir créer cette disposition globale. Eh bien, on utilise des techniques. Alors, donc ici, la première, c'est le flottement qu'on a dit ici. On l'a repris et donc on l'a utilisé pour créer des layouts. Le modèle Flexbox à connaître absolument parce que ça va nous permettre d'agencer de manière très intéressante les différentes boîtes. Et puis on a le dernier point, c'est le modèle Grid qui nous permet de créer pratiquement des tableaux, comme on avait vu les tableaux HTML. Eh bien, on va pouvoir créer tout simplement des boîtes et leur dire à ces boîtes de se matérialiser en cellules d'un tableau. Et donc, on peut créer carrément des tableaux avec tout simplement des divs. Et ça, vraiment, donc l'interface de votre site, ça peut être un grid. Et donc, les différentes parties, ça va être des cellules. Et on peut imbriquer après. Alors, et le dernier point, et l'un des plus importants, c'est le positionnement. Et ça, tout le monde doit en toucher, parce que le positionnement, c'est ce qui va nous permettre de mettre des boîtes au-dessus d'autres boîtes. Alors jusqu'ici, jusqu'au modèle grid, vous ne pouvez pas faire des choses au-dessus d'autres choses. Bien sûr, on verra qu'avec le modèle grid, on peut, si on veut mettre une cellule au-dessus d'une autre, etc., on peut le faire. Mais il faut maîtriser la notion de positionnement, qui est vraiment très importante. Alors, pour la première partie... oui? Le partage a été arrêté. Ah, le partage, d'accord. Donc, on repartage. Alors, qu'est-ce qu'on partage? On partage ça. Voilà, ça vient? Ouais. C'était juste une coupure momentanée d'Internet. Alors, on commence par les polices. Alors, les tailles des polices, s'il vous plaît, si vous voulez que dans votre site, vous avez des articles, des titres, etc., et vous voulez d'une manière augmenter globalement toutes les polices. Hein, voilà. Donc, il faudrait que ces polices soient relatives. Les tailles doivent être relatives. Et donc, on va modifier à la racine, quelque part à la racine, et les autres vont se recalculer par rapport à la racine.
Alors, l'unité qui est utilisée pour ça, c'est l'unité s'appelle EM. Et donc, EM, ça mesure, c'est un pourcentage. Hein, c'est un pourcentage. Pourcentage qui est par rapport aux parents. Donc, ici, EM, c'est. Hein? 16. Ah, ça, c'est les valeurs par défaut. D'accord, mais on peut les modifier. Donc, on verra que ici, s'il vous plaît, la racine, c'est HTML. Et au niveau de HTML, vous définissez la taille de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 16, vous pouvez mettre 18, ce que vous voulez. Et à partir de là, eh bien, c'est une construction. On va avoir des enfants, des enfants, des enfants, etc. Alors, si vous utilisez EM, c'est un pourcentage par rapport à la boîte parente. D'accord? Je me réfère à la boîte parente. Si la boîte parente est en pixels, eh bien, je reste toujours par rapport à cette boîte. Je m'en fous de la racine. D'accord? Mais on peut à tout moment faire référence à un pourcentage par rapport à la racine. Et c'est là on va utiliser l'unité REM. Et le R, c'est root EM. D'accord? Alors ici, je prends ici cet exemple. Et on n'a jamais vu cette interface. Alors ça, c'est un truc que j'ai développé, dans lequel je fais mes cours. Et donc ici, la page que vous voyez ici à droite, et donc il y a du HTML. Le HTML qu'on voit, il est là. Et donc, si vous le modifiez, donc il est automatiquement modifié à droite. Mais en même temps, donc ça va vous permettre aussi de tester des choses. Au niveau de CSS, voilà. Donc votre camarade a dit 16, donc je peux essayer ici 16. Et même, donc je vais aller à 28. Et vous voyez que tout l'ensemble s'agrandit de manière proportionnelle. Alors pourquoi? Parce que ici, toutes mes balises ici utilisent, alors ici j'utilise des classes, classe big, classe 1. Et au niveau de CSS, je me réfère à ces balises et j'utilise toujours l'unité EM. Si par exemple pour container paragraphe, j'utilise ici l'unité, je mets ici 12 pixels, bien vous voyez que 12 pixels, quelle que soit la valeur que je vais donner ici, ça va rester toujours 12 pixels. Là je mets 36 et là ce paragraphe il va rester figé. Donc absolument, absolument s'il vous plaît, pour la police, alors non seulement pour la police, mais aussi pour les boîtes. Alors vous avez, quand vous mettez le padding, c'est quoi le padding? Le padding, c'est la distance entre les polices de caractère, votre texte en général, ou le contenu, ça peut être d'autres boîtes, et la bordure. Eh bien ce padding, en général aussi, il faut le mettre relatif, comme ça, en EM. D'accord? Alors, donc voilà pour les polices. Donc, il n'y a rien de vraiment spécial. Sinon, donc, à utiliser, ne jamais utiliser des unités absolues. Mais bien sûr, à la racine ici, on est obligé. Si vous dites, vous faites ça en EM, ça veut dire par rapport, donc je ne sais pas comment il va se matérialiser au niveau du browser, mais on sait très bien que si on va aux valeurs par défaut du browser, on va trouver qu'il y a une valeur par défaut. Donc, si vous utilisez ici, par exemple, une unité EM, est-ce qu'il va la prendre en considération ou non par rapport à celle du browser? Et vous pouvez tester, donc s'il vous plaît, c'est toujours un pourcentage. Donc ici, je dis ici 2 EM. Ah oui, il le fait. Donc, par rapport à la valeur de la racine du browser, la valeur par défaut du browser. D'accord? Et donc, si vous mettez rien, si je mets rien au niveau du CSS, eh bien, on va voir les valeurs par défaut. Voilà, c'est ça les valeurs par défaut. D'accord? Alors, vous pouvez donc, quand vous faites des modifications, vous pouvez faire reset pour revenir à la version initiale du slide. Alors, je continue. Donc, la deuxième partie, c'est donc ici juste... je donne un exemple d'un layout. Je suppose que ça, c'est un site. Vous avez une barre de navigation. Vous affichez des articles. Donc, voilà l'article qui est promu. Et puis, vous avez d'autres articles. On va afficher juste les chapeaux de ces articles. Et puis, en bas, vous avez, donc, je ne sais pas moi, nos produits, nos services, etc. Et donc, vous affichez ce genre de choses. Donc, ici, tout c'est des boîtes. Et donc ici, vous avez un footer. Et donc là, je mets ici du texte en colonne. Et donc, alors, tout ça, toutes ces boîtes ici, c'est des dispositions qu'on va pouvoir, dont on aura besoin. Si je prends, par exemple, une liste UL,
qui contient des LI, par défaut, on va voir les éléments au-dessus des autres. Moi, je veux que les LI soient les uns à côté des autres. Comment on va faire? Et donc, c'est là où entrent les dispositions. Et puis, si vous prenez, par exemple, ici au niveau de 3, s'il s'agit de boîtes, je veux ici donc les espacements qui soient bien agencés. À l'intérieur de chaque boîte, s'il y a une image, je veux qu'elle soit collée en haut et les parties qu'il y a, la dernière partie soit collée vraiment en bas, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir. Et puis, pour le flottement, une image, et vous allez voir du texte qui va être à côté. Alors ici, donc, les b.a.-ba. Quand on avait vu tout au début qu'il y a des balises, par exemple, div et span, et on avait dit que c'était quoi la différence? C'était pour les divs, ils apparaissent, on dit, en bloc. Quand vous mettez une div/div, tout ce que vous allez créer après la div, eh bien, il va venir au-dessous. C'est-à-dire, quand vous créez la div, elle s'éclate sur toute la largeur de votre page, et il est élastique. Plus vous mettez des choses dedans, plus il va s'agrandir. D'accord? C'est automatique. Alors maintenant, donc, si vous prenez par exemple une span, la span elle se comporte différemment. Vous mettez du contenu dedans et si vous créez quelque chose à côté du texte, eh bien le texte va venir juste après. Ça continue. Et on appelle ça donc un flux inline. Et donc il y a deux comportements par défaut. Donc vous avez bloc, alors ici avec K, et inline. Et donc le comportement de base. Hein. Oui. Donc, on va les voir maintenant tout de suite. Et donc, on va les expérimenter directement ici. Donc, ici, dans mes exemples, je prends juste donc, un conteneur ici, outer. Je donne la classe outer. Et à l'intérieur, j'ai des boîtes. Et donc, je donne une classe générique pour toutes les boîtes inner. Comme ça, je vais pouvoir configurer tout ce qui est commun. Et puis, pour chacune, je donne une classe spécifique. Comme ça, je peux aller la cibler directement. Alors, au niveau de CSS, ici, je prends ici outer, inner, il n'y a rien de spécial, je n'ai rien modifié. Maintenant, si on commence ici à faire, par exemple, si je vais vers inner, les boîtes qui sont à l'intérieur, et je mets ici display, et donc ici, je vais mettre inline. Alors, si je mets ici inline, vous voyez comment ça va devenir? Ben, ils vont se comporter inline. Et donc, le comportement... Hein? Ouais. Voilà, donc le outer, vous voyez, le outer, c'est ce qui est en gris. Et vous voyez que les boîtes, ici, le fait que j'ai mis ici un margin et une padding, donc si je mets ici, si je modifie le padding, je mets ici 18, vous voyez, ça devient n'importe quoi. Et vous voyez le 1 et le 5 ici, c'est la suite. C'est le comportement en flux. Et donc, vous comprenez très bien que la marge en haut, voilà, c'est pas ça qui va changer le truc. Quand vous avez un flux inline, c'est line high qui va définir la distance entre les lignes. Line high. C'est autre chose. Donc là, on est dans un comportement en flux. Mais avec le padding ou le margin, ça peut être utile, le cas de l'inline, quand on est la direction du flux. Si vous mettez padding right ou la padding left, ça va mettre de l'espace entre les éléments. Donc ici, au lieu de padding ici, je vais mettre ici padding-left. Et vous voyez que là, ça devient plus correct, mais ça va m'ajouter ici de l'espace entre les éléments. Et donc, on peut écarter des éléments. Et donc, si vous voulez écarter un élément spécifique, la plupart du temps, vous avez du texte. À un moment, ça, je veux l'aérer à gauche et à droite. Eh bien, je le mets à l'intérieur d'une span. Et je lui applique une classe. Je l'appelle spacing ou ce que vous voulez. Ou tout simplement style égal et vous l'attaquez directement s'il s'agit d'une balise unique. Mais si ça doit se répéter, vous créez une classe et donc l'appliquer au moment du besoin. Mais donc alors le comportement par défaut, c'est... alors juste ici, puisqu'on y est, quand vous avez des boîtes qui sont inline, vous ne pouvez pas modifier, par exemple, width. Width de point, je mets ici 100 pixels. Ça ne marche pas. La taille de la boîte, il est définie par le contenu qu'il y a dedans. C'est le contenu qui va le définir. Et ce contenu, il va la définir comme, tout simplement horizontalement. Il ne va pas la définir verticalement. C'est ce qu'on vient de voir. D'accord? Alors maintenant, si je change ici, je mets ici bloc, eh bien, le comportement maintenant, c'est bloc. Hein?
Voilà. Bloc. Et donc ici, alors le comportement ici, il est en bloc, mais puisque j'ai mis ici le width, et donc il respecte le width, et ce que j'avais changé ici, le padding dans toutes les directions, je vais mettre un padding de 8 dans les 3 directions. Alors, c'est bien, mais on a ici de l'espace qui est perdu. Oui. On a de l'espace qui est perdu, et donc si on veut utiliser cet espace, alors, ce qu'on peut faire ici, juste au niveau du margin, si vous vous souvenez, donc on peut mettre ici auto, et ça va me permettre de centrer en moins, avoir les mêmes valeurs à gauche et à droite, mais il y a beaucoup d'espace qui est perdu. Et c'est là où, des fois, on veut combiner entre inline et bloc, de façon à pouvoir avoir la possibilité de régler la largeur et la hauteur. Et là, on va pouvoir combiner entre, donc ici, inline et bloc, c'est inline. Alors, inline block. Alors, inline block ici, ça me permet automatiquement, vous voyez que les boîtes ils vont se comporter en flux, et à chaque fois que la taille se réduit, donc qu'il y a assez d'espace, ça se règle automatiquement. Et donc ici, vous pouvez mettre inline. C'est une composante très simple qui nous permet de revenir à la ligne, mais donc dans beaucoup de cas, donc on peut utiliser ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Par exemple, vous pouvez changer la largeur, donc ici 160, ça se règle automatiquement, 260, c'est en fonction de l'espace qui reste. Voilà. Donc inline block. Alors les 3 à connaître, alors ici s'il vous plaît, donc on est en train d'utiliser un attribut spécial qui s'appelle display. Les 3 choses à connaître de base fondamentalement, inline block. Inline est plutôt bloc, et le 3e c'est inline block qui combine les 2 avantages des 2. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs autres, mais, donc on ne va pas les voir tous, mais on va voir ceux qui sont vraiment importants. Donc ici je continue. Alors pour la disposition du texte en colonne, donc j'ai mis ici ce schéma. Alors ici, s'il vous plaît, donc je dis disposition de texte, mais ça peut être n'importe quoi. Ici, je vous montre le contenu que nous avons ici à droite. C'est du HTML classique. Donc, on a ici une div qui contient un titre, un paragraphe, un autre titre, paragraphe, des listes, etc. Vous pouvez avoir des images, tout ce que vous voulez. Alors ici, maintenant, le conteneur global qui contient tout ça, il a une classe que j'ai appelée ici mCalls. Je l'ai appelée comme ça, mCalls. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, regardez là, les colonnes, ici j'en ai 2 colonnes. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fixé? J'ai fixé, je veux 2 colonnes. Et quand j'agrandis la taille, les colonnes s'agrandissent en conséquence, automatiquement. Alors ça, c'est très simple à faire, puisqu'on a juste 2 attributs. Alors ici, texte colonne, et si je décommente la deuxième, ici, column width. Et là, vous donnez la largeur de votre colonne. Et ça, c'est vraiment la deuxième qui est vraiment intéressante, parce que vous voyez, là, j'ai 2 colonnes, et là, j'ai 3 colonnes. Et la largeur de la colonne reste toujours inchangée. Enfin, est-ce qu'elle reste inchangée? Non. Mais donc ici, la valeur qu'on donne ici, column width, c'est minimum. D'accord, minimum 160. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un espace, et donc il va prendre l'espace, il va le diviser par la valeur qu'on a donnée ici, et donc ça va déterminer le nom, en général, ça va donner un nombre réel. Par exemple, 3,5. Et donc, il va mettre 3 colonnes. Mais les 3 colonnes qu'il va mettre, eh bien, avec 0,5, ben, il faudrait qu'il agrandisse les colonnes de façon à occuper avec l'espace qui va rester. Ils sont automatiques, la largeur. Hein. C'est pas des valeurs fixes. Donc, on le voit ici. La largeur augmente. Après, à un moment donné, pac, ça passe. Alors ici, donc, on va revoir tout à l'heure rapidement ce qu'on appelle les media query, parce que déjà ça fait déjà référence un peu à le côté responsive. Donc si je suis dans un mobile, si je fais ça, automatiquement je vais avoir une seule colonne. Si je fais, donc c'est gratuit, hein? Je fais ça, j'ai 2 colonnes. Je suis dans tablette, 2 colonnes. Je suis dans grand écran, 3, très grand écran, voilà.
Et donc ici, on peut faire des choses comme ça qui sont très simples. Mais pour compléter ça, il y a les media queries. Et donc, je vais vous donner juste un exemple tout à l'heure. On a le but d'y aller, c'est pas que vous deveniez expert, de toute façon c'est impossible, mais que vous sachiez, que vous ayez un peu la main sur les choses qui sont vraiment importantes. Alors voilà, donc ça c'est pour, donc c'est vraiment simple et gratuit. Le troisième truc à voir, c'est le flottement. Et ça, on en a besoin, parce que très souvent, vous allez mettre une image, un objet. Alors ici, j'ai mis une image, mais ça peut être n'importe quelle boîte, qui peut contenir encore du texte, etc. Et donc ici, j'ai mis une image, et je veux que le texte flotte autour de l'image. Alors la plupart du temps, le texte va flotter à droite ou à gauche. Et donc pour ça, on a un attribut qui s'appelle float. Et donc vous voyez l'image ici que j'ai à gauche, ici, elle flotte à gauche. Et donc le fait de dire je veux qu'elle flotte à gauche, eh bien le texte automatiquement il va occuper tout l'espace. Hein, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir, si je le fais ici, hein, HTML, vous voyez ici j'ai une image. Et après ici j'ai H2. Alors le fait d'avoir H2, forcément ici au niveau de CSS, si j'élimine le flottement, ça vient après, parce que H2, il les bloque. H2, les H, H1, H2, toujours c'est des titres. Et les titres, il y a avant un retour et après un retour à la ligne. D'accord? Alors bien sûr, donc je peux tester au niveau de HTML. Et si j'avais pas ça, ou alors si je prends tout ça et je mets mon image à l'intérieur. Là, je mets mon image à l'intérieur, vous voyez là. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le texte qui vient en flux avec l'image. Ça, il faut bien le savoir. Alors pour les images, on avait vu donc ici les attributs des images. Donc on avait insisté sur ça, c'est normal. C'est la chose la plus importante pour une image. Mais title aussi, il est important parce que c'est métadonnées pour l'image. Mais on peut avoir aussi aligne. Et donc je pense que ma mémoire est bonne parce qu'on utilise très souvent, donc très rarement plutôt, center. Et là, donc, je centre le texte, puisque le texte, il suit l'image. Mais attention, donc ici, ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir du texte, et puis une petite image, hein, une smiley ou la chose. Et vous continuez. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on peut avoir une image qui se comporte comme le texte, et la hauteur, très souvent, de cette image peut s'adapter. Donc, on va faire en sorte qu'elle s'adapte avec la hauteur du texte. Comme ça reste automatique. Alors voilà, donc ici, donc ce qu'on veut ici, c'est le flottement. On veut faire flotter notre image. Alors ici, je ne sais pas, donc vous voyez que j'ai ça, donc je reviens vers CSS maintenant, et je vais mettre ici float left. Alors ici, float left. Vous voyez, donc il faudrait adopter une certaine, donc ici je coupe ça, et je le mets ici, voilà mon image qui flotte à gauche. Et le texte ici, alors j'ai ici un titre, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Et le titre, normalement, donc vous avez un retour à la ligne avant et après. Mais il est obligé de flotter. Alors si j'agrandis ici, il y a des spécificités à ça. Regardez le paragraphe que j'ai ici, là, auquel j'ai donné la classe extra. C'est pour ça qu'il est en rouge. C'est grâce à cette classe extra color red. Et donc, alors, ce paragraphe-là, avec son H, etc., il continue de monter lui aussi, flotter. Moi, je ne veux pas qu'il flotte, le paragraphe. Eh bien, à un moment donné, il faut savoir que quand vous provoquez le flottement, eh bien, le flottement va continuer indéfiniment. On le provoque, à un moment, il faut l'arrêter. Il faut arrêter le flottement. Et donc, pour arrêter le flottement, par exemple, je veux l'arrêter, ce paragraphe ici, ce texte ici qui commence par le titre extra, et que j'ai tout mis ici à l'intérieur de la div extra. Donc si je veux arrêter avec le flottement, eh bien ici, on va lui dire ici, on va utiliser clear. Et donc ici, on peut dire clear left, clear right, clear both. Vous voyez que ça retourne automatiquement à la ligne. Alors si je mets ici right, c'est juste pour voir que ça s'accompagne. Donc ici, il faudrait que je fasse ici clear right. Alors ici, donc si je veux pas trop me soucier, donc je mets clear both, et donc ça va, si c'est à droite, ça va clearer, si c'est à gauche, ça va faire de même. Mais ici, donc il faut bien faire attention, donc vous voyez que quand vous faites le flottement, ça t'empile.
Et donc, c'est pour ça que j'ai ici margin, tout à l'heure j'avais margin right, et là je vais faire ici margin left, hein, pour me laisser un peu de marge, hein, entre la boîte et le texte. Donc voilà pour le flottement. Donc le flottement, il est utile pour ça. Mais dans les années 2010, on l'a utilisé comme un hack pour créer des layouts. Et alors un layout, c'est un peu comme un tableau qu'on va créer avec des divs. Donc ici, ce que vous voyez ici à droite, là, c'est au niveau HTML, c'est juste une structure qui est construite à partir de divs. Vous voyez, div slash div, div slash div, mais on va donner des classes spéciales. Alors s'il vous plaît ici, ça va vous donner une idée sur comment on construit les layouts. Donc un layout, il faudrait qu'on puisse le construire rien qu'avec des classes. Et vous voyez ici que je mets ici la classe row. Ça veut dire que je veux créer une ligne. Et à l'intérieur ici, je vais mettre des classes call. Et spécialement pour régler les largeurs des colonnes, on va utiliser des suffixes call-3, call-6, call- de façon à ce que ici, pour moi, dans ma conception, je veux que le nombre de chiffres que j'ai ici, enfin le total, 3 plus 6 plus 3, ça doit donner 12. Et là, 4 plus 4, etc. Alors je peux changer, donc ici je peux mettre ici 6. Vous voyez que l'autre est retourné à la ligne automatiquement. Et donc ici on va mettre, allez, donc on va mettre 2. Et là je mets 4. Et ça s'adapte automatiquement. Donc là j'ai 4 parts si vous voulez. Et là j'ai 2 parts. Et là j'ai combien? 2 parts, oui. Et là plutôt 6 parts, 2 parts et 4 parts. Et alors, comment on fait? Eh bien, on utilise tout simplement, on utilise, oui, donc c'est ce que utilise monsieur, pas seulement Bootstrap, hein, dans la version 3. Maintenant, à partir de la version 4, on a commencé à utiliser donc, le modèle Flexbox, qu'on verra tout à l'heure. D'accord? Mais il faut comprendre que vous pouvez tomber sur des cas comme ça. Et donc ici, ça montre tout simplement comment on peut créer le truc que j'ai ici. Parce que vous avez le code et donc vous pouvez aller le voir. Alors maintenant, s'il vous plaît, donc j'ai classe row qui définit une ligne. Et à l'intérieur de cette ligne, eh bien, je dois créer des boîtes qui vont, on va dire, flotter les unes à côté des autres. Ils vont flotter les unes à côté des autres. Donc si je reviens ici, alors qu'est-ce qui va faire flotter? Donc on va faire flotter les boîtes ayant la classe call, tirer quelque chose. Ayant la classe call, tirer quelque chose. Donc la valeur de la classe commence par call. Donc ici, si je vais vers CSS, vous allez voir ici, voilà. Alors toutes les balises, regardez ici, donc point row, et donc je cherche quoi? Je sélectionne quoi? Je sélectionne toutes les balises ayant la classe call, tirer quelque chose. On voit ici, donc étoile égale, qui commence par. D'accord? Qui commence par call, tirer. Et donc ça, j'applique quoi? J'applique ici float left. Je mets ici box sizing, vous vous souvenez, box sizing, c'est pour dimensionner la box. Et puis je mets ici un padding. Alors si je mets ici, donc alors on peut tester ici right. Et je ne sais pas si vous avez vu, donc les choses se sont inversées. Les choses se sont inversées. Et donc alors ici, je vais mettre ici left. Et voilà, donc j'ai renversé le truc. Donc on peut faire flotter à gauche, à droite. Et puis ici, alors, quand on fait le flottement, s'il vous plaît, on avait vu tout à l'heure que quand on fait le flottement, à un moment, il faut l'arrêter. Parce que le flottement, il continue. Alors maintenant, pour arrêter le flottement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un pseudo-élément. Et donc, row, 2 points, 2 points. Alors, quand vous utilisez 2 points, 2 points, les sélecteurs CSS, ce qui va suivre, c'est ce qu'on appelle des pseudo-éléments. Alors, il y en a plusieurs. Parmi, donc, l'un des plus utilisés, ici, c'est after et before. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'ajouter un élément dynamiquement. Et donc, ici, qu'est-ce que je fais? Donc, alors, quand je fais ici after, alors, ça veut dire quoi? La boîte ayant la classe row va avoir des enfants. On va ici after, on va aller derrière l'enfant, le dernier enfant, et là, on va ajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? Le contenu qu'on ajoute ici, c'est chaîne vide. Et regardez, je mets display block.
Et je mets ici clearboard. Le but ici, c'est de faire clear. J'ajoute ça, c'est juste pour mettre le clear. Et donc ici, si j'enlève le clear, eh bien, ça peut fonctionner jusqu'à un certain niveau, mais en général, donc, il faut enlever le clear. D'accord? Et aussi, donc, alors ici, pour voir le contenu que j'ajoute, vous voyez le X ici, là? Alors, vous pouvez ajouter ici, si vous voulez, donc avec ça, avec after, before. Donc ici, on peut utiliser before. Et donc, vous voyez, là, j'ai ajouté before, avant. Et donc, on peut utiliser ça pour effacer le flottement, mais on peut l'utiliser, par exemple, pour sélectionner l'élément et ajouter une image avant cet élément. Et donc, imaginez, par exemple, je prenais les LI. Je veux faire ça, moi, par mes styles. Les LI, ils ont des clapus. J'enlève avec la puce, avec CSS. List-style, alors vous pouvez mettre juste list style de point none. Ça enlève les puces, les chiffres, etc. Et je prends les LI et je peux ajouter avant chaque LI, je peux ajouter une image. Et donc, je peux mettre ici mon image à ce niveau. Donc voilà, donc on peut faire des choses comme ça. Donc ici, voilà, donc ici, c'est juste pour effacer. Et la dernière chose, c'est comment on a les chiffres qu'on utilise ici, 6, 2, 4, etc. Alors quand vous mettez 4, ça veut dire je veux occuper la moitié de 12. Si c'est la moitié de 12, c'est 50%. D'accord? Quand j'utilise 4, ça va faire quoi? 4? 30%. Si je mets 3, ça va être 25%. Etc. Et donc, c'est ce que je fais ici. Alors, regardez ici. Row de call-1 with, c'est 100% divisé par 12. D'accord? Et là, 100% divisé par 6. 100% divisé par 4. Etc. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez pigé. Alors, ici, donc, est-ce que ça a changé? On peut voir ici, on a deux ici à gauche. Donc, left to right. Ça ne bouge pas. Yak. Et donc, right to left, ça ne bouge pas. Et donc, ça, c'est ennuyeux quand même. Parce que vous avez un tableau, et si vous passez à l'écriture right to left, direction right to left ou left to right, ça ne bouge pas ici. Donc, il faudrait que quand même ça s'adapte. C'est un peu quand on a vu les sites, ils doivent être accessibles, etc. Si vous voulez agrandir la taille des polices, il faut que ça s'agrandisse de manière globale. Si je veux changer la direction du texte, il faut que ça change de manière automatique. Alors ici, donc, je passe au slide suivant. Et donc, voici un exemple. Donc, je prends ici le truc que je viens de faire pour le slide précédent. Je peux l'utiliser pour créer un layout. Et donc, vous voyez, je dis, voilà, j'ai un header, sidebar, content, footer. Et ça, c'est l'approche globale qu'on utilise très souvent dans les sites. Eh bien, regardez ici, call 12, ça c'est pour le header. Et puis ici, row, call 4 et call 8. Call 4 et call 8. 4 plus 8, ça fait 12. Et pour le footer ici, c'est call 12. Et à l'intérieur ici du contenu, je peux mettre ce que je veux. C'est-à-dire à l'intérieur ici, là, je peux mettre ce que je veux. Alors, si je vais vers HTML, à l'intérieur de content, eh bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, H1, titre, slash, alors, je suis dans H1. Voilà. Donc, vous pouvez mettre votre contenu, lui appliquer vos styles, etc. Donc, voilà. Alors, maintenant, on passe au modèle le plus important. C'est l'un des modèles les plus importants, Flexbox. Alors, Flexbox, il est venu pour résoudre le problème qu'on vient de voir pour le flottement. Parce que le flottement, il n'a pas été créé pour les layouts, mais il a été hacké. Il est créé, comme on avait dit, pour les images. Mais il a été hacké, il a été utilisé pour les layouts. Maintenant, on a été obligé de créer un modèle qui va nous permettre de créer des layouts complexes. Alors déjà, il y a des problèmes au niveau de... quand on parle de langue, par exemple, on vient de voir left to right, right to left, etc. Et donc là, dans right to left, donc on peut faire des alignements, par exemple, quand on parle d'alignement, on va dire alignement à droite, alignement à gauche,
Ça n'a pas de sens, alignement à droite et alignement à gauche. Parce que si vous êtes vous êtes en train d'écrire l'arabe, la droite, ça n'a pas le même sens que si vous êtes en train d'écrire en français. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, ça n'a pas de sens. Donc, on a éliminé avec à droite, à gauche. Et là, on a utilisé, donc, chaque fois que vous utilisez le modèle Flexbox, il faudrait définir ce qu'on appelle l'axe principal et l'axe secondaire. L'axe principal, main axis, et l'axe secondaire, cross axis. Et donc, quand vous définissez ça, eh bien, après, vous pouvez commencer à travailler votre CSS en utilisant ce modèle. Et donc, il y a des règles qui vont s'appliquer dans le main axis, d'autres règles qui vont s'appliquer dans le cross axis. Alors, les premières règles qu'on va voir, alors, première des choses ici, donc, il va aller voir Can I use? Et donc, ici, vous pouvez tester Flexbox. Flexbox. Là, ça marche, hein. Parce que, donc, c'est-à-dire le problème, donc, quand on utilise des standards CSS, la question, est-ce qu'ils sont supportés par tous les browsers? Moi, je ne vais pas imposer à mes utilisateurs qui visitent mon site d'avoir le browser tel pour que ça marche. Moi, j'aimerais bien que ça doit marcher pour tout le monde. Et donc, il faut s'assurer que ça marche. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, donc, il faut visiter. Et donc, quand on fait du développement, on peut, il y a une nouveauté, oui, mais c'est bien, mais il faut attendre que ça soit implémenté. Et quand est-ce que ça va être implémenté? Il faut venir de temps en temps voir est-ce qu'elle est implémentée ou non. Sinon, très souvent, quand elle n'est pas implémentée, la plupart du temps, on va ajouter des trucs JavaScript qu'on appelle des polyfills. Des polyfills, c'est vous mettez un truc qui va remplir le gap. Quand il y a un problème, quand une fonctionnalité n'est pas prise en charge, n'est pas implémentée, on va à ce moment-là injecter certaines choses pour résoudre le problème. Et c'est grave d'avoir un visiteur qui vient et trouve n'importe quoi. Et je pense que vous avez vu cette expérience avec les sites de l'administration publique, etc. Trouver des fois des caractères extraterrestres, ou des trucs il vous faut la loupe pour les voir. Vous voulez agrandir, ça ne s'agrandit pas. Vous faites une recherche, ça fait n'importe quoi. Et donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris. Donc, celui qui a développé, il développe sur un grand écran. Il s'en fout. Même des fois, maintenant, vous prenez votre téléphone, vous entrez dans le site, vous avez la version desktop que vous voyez dans le site. Ça, c'est très grave. Alors, ici, donc, maintenant, la première des choses qu'on fait, c'est donc déjà display flex. On a vu tout à l'heure display block, display inline block. Maintenant, display flex. Donc, je dis display flex. Mais attention, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand on disait display inline ou display machin, on parlait avec qui? Eh bien, on parlait avec les box, avec les boîtes. On appliquait ça aux boîtes à l'intérieur. Yak? Maintenant, c'est différent. Alors, c'est une grande différence. Maintenant, on va parler aux parents. Le display flex, on va le donner le container. C'est-à-dire qui? C'est-à-dire ici le container. Celle qui englobe. Et donc, vous le dites à ça, et automatiquement, les enfants, quel que soit, il se peut qu'il y ait même du texte. Donc, ici, vous pouvez avoir ici, bonjour. Eh bien, lui aussi, il va se comporter comme les autres. D'accord? Alors, ici, et là, encore, donc, si vous faites ici right to left ou left to right, vous voyez ici 1, 2, 3, l'ordre ici, eh bien, on peut changer le comportement de manière automatique. Alors, je ne sais pas si, oui, donc je l'ai ici. Donc, alors, je l'ai mis avec du JavaScript, mais on peut le faire directement avec du HTML ici. C'est dire égal right to left. C'est bien ça? Voilà. Bonjour à droite, à gauche. Yak? Donc, c'est important ça. Donc, on aime la droite, la gauche, parce que si on commence à parler droite-gauche, ça va devenir n'importe quoi. Donc, ici, on a le main axis. Alors, définir le main axis, donc ici, le main axis, il commence ici, et il va horizontalement vers la droite. Puisque ici, j'ai mis ici right to left. Donc, si j'enlève ça, par défaut, donc mon main axis, il va de la droite, de la gauche vers la droite. Vous voyez? D'ici à là.
D'accord. Alors, après ça, après avoir dit flex, eh bien, vous avez une valeur par défaut qui est définie par LTR ou RTL. Et donc, l'axe, il est horizontal. Si c'est right to left, ça va suivre right to left. Si c'est left to right, ça va suivre left to right. Maintenant, vous pouvez choisir la direction. Alors, la valeur par défaut, on utilise ici flex direction. Flex direction, c'est un attribut. Toujours on est container, le parent, juste à côté de ça. On va dire flex direction row. Et donc, ça ne va rien changer puisque on est déjà row. Et on peut dire row reverse. Je peux inverser l'axe. Là, left to right, donc je casse, c'est-à-dire que je vais être opposé la direction de la langue. Et puis, on peut dire colonne ou la colonne reverse. L'axe principal, vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Et donc ici, au niveau CSS, s'il vous plaît, donc ici, flex direction row, c'est la valeur par défaut. Vous voyez que ça n'a pas changé. Et si je mets ici row reverse, ça s'inverse. Si je mets ici, bien sûr, ça écrase, il n'y a que la dernière écrase celle qui est avant. Et donc ici, column, ça revient normal. Mais on peut avoir ici aussi column reverse. Ça peut être intéressant. Column reverse. Inversé. Et donc l'axe principal maintenant, il est du bas vers le haut. Alors maintenant, bien sûr, donc quand vous définissez l'axe principal, l'axe secondaire, il est comme ça. Donc votre repère, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Il reste toujours cross-axis. Prenez le premier et ça continue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est tout ce qu'on a ici dans ce slide. Je passe au suivant. Donc ici, quand on a plusieurs éléments, la question qui va se poser, c'est que, si je le fais dans le slide précédent pour que vous voyez le problème, donc je vais remettre ici CSS et j'enlève ça. Donc on reste dans row. Et au niveau de HTML, je vais copier ça et je vais en créer plusieurs. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? On a sorti de la boîte là, et ça continue. Ça continue. Et ça, c'est un problème, enfin un problème qu'il faut résoudre. Et bien sûr, donc il est résolu. Donc on utilise ici wrap, flex wrap, et on va lui dire de revenir à la ligne. Et donc ici, vous voyez que là, j'en ai plein de boîtes. Et donc j'en ai mis ici plusieurs. Et donc, à chaque fois, je mets item 1, 2, 3, etc. Et pour l'item 3 et 5, j'ai mis un background pour qu'on les voit. Comme ça, on va mettre des actions sur ces éléments. Et donc ici, au niveau de CSS, c'est ce qu'on a ajouté, c'est ça. Si j'enlève ça, ça va continuer. Et vous remarquez aussi qu'au niveau de la hauteur de l'élément, ça occupe la hauteur du parent. Donc, si je change ici le parent, c'est container ici, vous voyez, là et là c'est la même chose, mais ici, là j'ai mis min high 300, si je mets ici 600, les enfants, ils vont s'étirer automatiquement verticalement. Donc on verra comment s'appelle le terme qui est utilisé ici, mais donc si je reviens, donc on a, alors je reviens vers CSS, et donc ici on va remettre flex wrap. Et je vais réduire quand même la taille, donc on va la réduire à 200. Alors ici, quand on met flex wrap, et donc ça se comporte un peu comme inline block. Ça se comporte un peu comme inline block. Vous avez les boîtes qui contiennent du contenu, et donc ce contenu ici, il va définir la largeur de la boîte. Les boîtes sont élastiques, ça revient automatiquement, il n'y a pas de problème. Alors après maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je prends ici dans notre cas, je prends l'item 3 et l'item 5, et on va utiliser un attribut qui est vraiment très très fort, et l'attribut qui s'appelle order. Et ça c'est vraiment extraordinaire parce que ça va nous permettre, avec CSS, de modifier la position de la boîte. Alors je prends la boîte ici 3, ici donc je vais mettre ici order, alors je vais essayer un nombre négatif, voilà, vous voyez, est devenue la première. Et je prends la boîte 5 et je mets order.
Alors si je mets 0, vous allez voir qu'il ne va pas bouger. Order 0. Il ne va pas bouger. Et il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que toutes les boîtes, par défaut, ils ont order 0. Et donc quand ils ont la même valeur, order 0, eh bien c'est les premières physiquement au niveau de l'ordre de création qui vont apparaître avant les. Et après, donc, vous pouvez donner des valeurs. Par exemple, ici, je peux donner 10. Alors, si je donne 10, vous voyez que la boîte, je l'ai envoyée, puisque tous, ils ont 0, et celle-là, elle a le plus grand. Si je prends la boîte 3, et au lieu de moins 1 ici, je donne 21, eh bien, vous voyez, la boîte 3, elle est maintenant derrière la boîte 5. Alors, vous voyez que, juste, s'il vous plaît, avec CSS, j'ai des boîtes, et donc, je peux les trier en changeant juste cet attribut CSS au niveau de l'affichage. Et je ne suis pas en train de les modifier au niveau de la structure. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors ici, on peut être tenté de voir ici, au niveau de notre container, de voir les différents éléments. Donc ici, vous voyez, j'ai item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment ils ont fait avec CSS? Vous voyez que alors, je ne suis pas en train de changer la structure. La structure physique, d'accord? Et donc, au niveau de l'affichage, je change ça. Alors, on verra parce qu'on va faire après JavaScript, on va accéder à ces éléments, on va pouvoir les parcourir les uns après les autres. Eh bien, ça ne va pas correspondre à ce qui est affiché si vous utilisez l'attribut CSS qu'on vient de voir, qui s'appelle order. Ça va pour order? Pas de questions? Voilà. Donc ici, on passe à la suite maintenant, les alignements, qui sont très importants. Les alignements, donc aligner, quand on fait un alignement, il y a l'alignement sur l'axe principal et l'alignement sur l'axe secondaire. Et il faut bien les distinguer les deux. Et c'est très simple à retenir. Donc si je sais où se trouve l'axe principal, eh bien quels sont les alignements qu'on a? Eh bien, ce qu'on peut faire, donc on a flex start, flex end, center, space around, space between et space evenly. Alors ici, flex start, vous voyez ici, donc flex start, on est en train de parler ici de l'axe principal, enfin d'un axe, qu'il soit principal ou secondaire. Donc l'axe, il est dirigé vers le sens, start, voilà le départ, et end, il y a l'autre côté. Alors ici, donc, si je vais vers mes éléments, donc c'est juste, j'en ai 4. Et donc ici, voilà. Donc ici, je mets ici justify content, c'est ça le tribut. Et donc là, j'ai mis center. Donc si je mets ici flex, alors déjà, donc première des choses, si on met rien, par défaut, c'est flex start. Ils vont apparaître au début. Et donc c'est le cas ici, c'est flex start. Et donc, alors, sinon, si je veux qu'il soit de l'autre côté, flex end. Si je veux qu'il soit centré, c'est center. Alors, center n'a pas de centre, c'est centre. Et puis, les autres qui sont intéressants, c'est space. Alors, space, tiré, donc vous avez space around. Alors, around. Alors, space around. Alors, space around, ça vous permet d'avoir ici un espace de chaque côté. Et les espaces ici, entre les deux éléments, vous avez l'espace de celui qui est à gauche et l'espace de celui qui est à droite. Ils s'ajoutent. C'est le double de celui que vous avez là. Si vous voulez avoir les mêmes espaces, c'est evenly. L'espace que j'ai maintenant ici est le même que celui que j'ai ici. Evenly. Evenly, ça veut dire égaux. D'accord? Et puis le dernier, et l'un des, je pense, intéressants, c'est space between. Between. Et là, donc ici, ça nous permet d'avoir, donc ici, le premier élément qui colle complètement. Alors ici, c'est juste parce qu'on a ici soit le padding. L'espace ici, c'est quoi? Soit le padding de l'élément parent, soit le margin de l'élément qui est à l'intérieur. Je ne sais pas. Si on veut savoir, on va aller faire inspecter. Et puis, donc, on va aller vers l'élément. Donc, ici, alors, l'élément, c'est... Ah oui, ici, donc là, l'élément externe, le container n'a pas de padding. Et donc là, c'est les items qui ont une petite marge.
Et donc, bien sûr, les items, vous voyez ici, margin. Voilà la marge. Si j'enlève la marge, il n'y a plus de marge. Vous voyez, ça colle parfaitement. Et des fois, on a besoin de faire ça. Alors ici, donc, si j'inverse le truc là, je l'inverse l'autre direction. Donc, on peut mettre ici flex direction, de point column. Alors, imaginez ici, je veux mettre une photo et je veux que ça colle complètement. Et ici, je veux mettre une barre qui va coller, dans laquelle je vais avoir un bouton peut-être, qui va coller en bas. Et à l'intérieur ici, au lieu de mettre le 2 et le 3, au niveau de HTML, je vais prendre ça et ça. Je fais CTRL X. Et je vais mettre ici div. Alors, div. Et je mets tout mon truc ici à l'intérieur, /div. Il y a quelque chose qui manque. Il manque, voilà, juste. Vous voyez le truc ici? Donc, entre ça et ça et ça, c'est trois entités différentes. Alors ici, maintenant, à l'intérieur de ça, je peux régler sa hauteur. Je peux lui-même mettre Flexbox et mettre des choses, etc. Donc, au niveau du design, c'est important. Alors, pour l'élément 1, je peux changer sa hauteur, etc. Pour chaque élément, maintenant, on peut agir. Donc, je rappelle, s'il vous plaît, donc flex start, flex 1, donc int, et puis donc space around, space between, space evenly. Alors, je ferme. Maintenant, dans l'axe secondaire. Dans l'axe secondaire, automatiquement, donc les éléments, donc si je reviens en arrière, et je fais un reset pour revenir à l'état. Ici, comme on avait dit tout à l'heure, si j'augmente la largeur du container, on va voir que les éléments vont suivre. Et donc là, c'est ce qu'on a ici par défaut. Pour aligner dans le cross-axis, dans l'axe secondaire, on utilise au lieu, donc, align items. C'est un peu, je ne sais pas que ceux qui ont inventé les termes, sur l'axe principal, c'est justify content, et dans l'axe secondaire, c'est align items. Et donc, alors, align items, c'est la valeur par défaut, c'est stretch. Stretch, c'est yak. Et donc, voilà. Et puis, donc, vous avez flex start, flex end, et puis center. Et puis ici, on a baseline. Alors ici, la différence, donc ici, donc on n'a pas, comme tout à l'heure, le truc ici, puisqu'on est dans le cross-axis. Donc, logiquement, on doit avoir juste un seul élément. Hein? Et donc ici, quand vous avez un seul élément, eh bien, donc il n'y a pas de space between ou quelque chose. Alors, soit vous centrez, soit vous... Donc ici, au niveau de mes éléments, c'est toujours pareil. Si je mets ici, au lieu de stretch, c'est ça la valeur par défaut. Si je mets center, bien ça va centrer mes éléments un peu comme dans une brochette. Hein, vous pouvez avoir des morceaux de viande qui sont plus grands, etc. Mais ça va les centrer. Donc vous passez au milieu, hein, vous allez voir la même distance. Alors j'ai pris exprès pour l'élément 1, j'ai mis, vous voyez ici, j'ai mis un padding de 12. Alors, non, pas padding. Ça, c'est un padding pour tous. Hein. Pour item 1, j'ai mis padding top 36. Alors, je peux faire pour l'item 2 aussi. Donc, je copie ça. Et je fais pour item 2. Mais je vais mettre ici padding bottom. Bottom. Oui, que le texte en a 1, je monte 2, je descends 3 et je continue. D'accord? Alors ici, c'est pour ça qu'on a donc ici, on peut faire flex start, flex end. Et donc, flex start, flex end. Donc ici, flex start. Ça aligne les éléments dans la bordure en haut. Flex end, ça va les aligner en bas. Et puis, vous avez la dernière, c'est, je pense, base line. Et donc là, ça va les aligner en fonction du contenu qu'il y a dedans. Et donc, vous voyez que maintenant, ce qu'on a aligné, c'est 1, 2, 3, 4, et non pas les boîtes. On s'en fout des boîtes, et donc c'est le texte qui nous importe ici, indépendamment des boîtes. Donc voilà, ici, j'aligne horizontalement, enfin, sur l'axe principal, c'est justify content.
Et donc on avait start, flex start, flex end, center. Et puis on avait space between, space around et space evenly. L'alignement dans l'axe cross-axis, axe secondaire, c'est align items. Et donc la valeur par défaut, c'est stretch. Les éléments ils vont s'élargir. Mais vous pouvez faire flex start, flex end. Alors flex start, il va les aligner d'un côté, flex end de l'autre côté. Et donc start de l'axe. L'axe par défaut, il est vers le bas. Et donc flex end, center. Et puis vous avez le truc ici, dial baseline. Mais je peux aller un élément, s'il vous plaît. C'est pareil pour tout à l'heure, l'alignement de l'axe principal. On peut aller un élément et lui dire, moi, je veux que toi, tu t'alignes le truc différent. Et là, on utilise, s'il vous plaît, align self. Au lieu, ici, on disait tout à l'heure, align items, maintenant, align self. Et donc, alors, si vous voulez dire align self, ben, il faut aller à l'élément. Donc, je vais, par exemple, à l'élément ici, je lui dis align self. Et là, je veux faire l'alignement pour moi. Et donc, ici, je lui dis center. Ah, c'est bien ça. Et point virgule. Et vous voyez que lui, alors je peux aligner un en haut, un en bas, donc on peut jouer les cartes. Je peux changer les alignements comme on veut. Donc je peux lui dire ici, par exemple, flex end, et donc il va le mettre en bas, indépendamment des autres. Voilà. Alors le truc, l'un des trucs les plus importants, on arrive ici, on veut utiliser le système pour créer des layouts. Alors le layout le plus simple, c'est d'avoir par exemple 3 colonnes, une barre latérale gauche, barre latérale droite, etc. Et donc si on veut faire des choses comme ça, eh bien, il faudrait qu'on puisse créer des largeurs. Des largeurs. Et aussi, on voudrait bien que ça s'adapte. Ça s'adapte. Alors comment on va faire? Eh bien, le truc ici, si j'utilise rien du tout au niveau... Donc, alors, regardez ici, j'ai 3 éléments. Et donc, au niveau de CSS, donc ici, j'ai fait ici Flex Wrap. Alors, j'ai ajouté des trucs ici, donc je vais les enlever carrément. Et donc, automatiquement, mes 3 éléments, ils sont par défaut ici alignés à gauche. Et ça, c'est aligné, c'est Justify Content. La valeur par défaut, c'est Flex Start. D'accord? Maintenant, il y a de l'espace qui reste ici. Il y a de l'espace qui reste ici. On va le couper, le partager par rapport aux éléments que nous avons ici. Et donc, pour le partager à ces éléments, on va dire que ces éléments vont, il faudrait les agrandir. Et donc, le mot ici, c'est grow. Grow. Flex, grow. Et donc, on va agrandir chacun des éléments. D'accord? Maintenant, imaginez que mes 3 éléments, les ayant mis ici, ils sont plus grands, et je n'ai même pas de flex wrap ici. Les éléments, ils sont plus grands que l'espace que j'ai. Et si je veux que ça occupe cet espace, il faudrait que je réduise chacun de ces éléments. Et là, si on veut les réduire, c'est shrink. Donc, tout à l'heure, grow, s'il y a de l'espace en plus, on va les agrandir. Si on dépasse cet espace, on va réduire la taille, et là, c'est shrink. Eh bien, voilà, donc ici, on peut utiliser le mot ici, flex grow, bouhdo, flex, alors ici, on peut faire ça, flex-grow 2.1. Et ça, je le dis pour tout. Alors, ça veut dire quoi, flex grow égale à 1 ici? Donc, je l'applique aux 3. L'espace qui reste ici, puisque j'ai ici 3 éléments, cet espace, je vais le diviser en 3 parts. Et je vais donner à chacun une part. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais si forcément, là, ils vont avoir la même largeur. Alors, deuxième truc, si je vais vers un élément parmi ces éléments, et je dis ici flex-grow, pour l'élément, l'item 2, hein, et je lui dis ici maintenant 2, eh bien, alors, c'est flex-grow, ici, j'ai commenté ça. Hein. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour le commenter. Et donc, alors, est-ce que ça a le double de ça? Oui. Non. Il prend 2. Là, voilà, il prend 2 parts. Mais il y avait quelque chose, un espace qui restait. Cet espace, il faut le partager. Donc, on va le diviser maintenant en 4 parts.
On va donner 2 parts à l'élément 2 et une part aux autres éléments. Vous voyez le truc? Donc, il ne faut pas voir ça comme c'est le double ou là, le triple. Là. Et donc, on a aussi flex, shrink, etc. Et donc, ici, c'est pour ça, ici, donc, on peut utiliser la notation ici raccourci, flex tout court, et on donne ici, ça c'est le grow, ça c'est le shrink, et ça c'est le flex basis. La base, donc ça donne une dimension, et donc ici, on peut fixer la dimension, on peut dire ici automatique, et donc ici, là, le contenu va être automatique, etc. Donc voilà pour, je pense qu'il y a d'intéressant à voir pour le Flexbox. Et bien sûr, donc il faut le tester. Il faut le tester. Alors bon, donc je vais pas passer à grid sans faire quand même un petit test, juste pour voir. Donc ici, au niveau CSS, là je suis dans une page, index.html, et donc on crée notre page, et alors on veut créer un cercle tout au centre de notre page. Au centre de notre page. Juste, donc alors je fais ici .box. Et ma box, alors déjà, je veux que ce soit un cercle. Juste, ça va me permettre de s'exercer par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, je veux que ce soit un cercle. Donc déjà, je vais lui donner une largeur et une hauteur. Bon. Donc alors, ma point box, on lui donne une largeur et une hauteur. Donc width, 2 points, allez, on va donner 200 pixels. Et high, 200 pixels. Et bien sûr, je veux que ce soit un cercle, donc c'est border radius. CTRL Z, radius. Border radius. Oui, j'écris. Allah khalikum. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'écrire complètement. Donc ici, regardez, border. Je vais sauter le là. Ra, U. Et vous voyez qu'est-ce qu'il a sélectionné. Vous voyez, le R, il est en blanc. Ça veut dire que j'ai sauté, bien sûr. Mais ça correspond, c'est le premier qui correspond le mieux à ce que je viens d'écrire. Et quand je fais tabulation, il va sélectionner border radius. Et donc là, je lui dis 50%. Alors, 50%. Et après, donc, alors on va mettre un background color. Vous voyez? Back color. Et donc, allez, on va mettre black. Alors, je ne sais pas, donc, est-ce que ça va s'afficher où, ça? En haut à gauche. Ouais. Donc, Open with Live Server. Voilà. Alors maintenant, on veut la centrer. Donc, on va afficher quand même l'inspecteur. On veut la centrer. Et vous pouvez maintenant, s'il vous plaît, travailler directement ici, si vous voulez. Donc, on veut la centrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut utiliser Flexbox. On va l'appliquer où? Donc le parent ici c'est body. Donc on va faire body. Alors donc ici display flex. Voilà, justify. Content center. Alors center. Et aligner items center. Est-ce que c'est suffisant? Voilà. Donc ici, s'il vous plaît, la hauteur par défaut de body, il est élastique. Body, il a une hauteur élastique. Et cette hauteur, elle va être définie en fonction du contenu que vous mettez dedans. Mais moi, je veux que le body, la hauteur du body soit au minimum, ou le même, au minimum, soit exactement la partie que je vois ici dans le browser. Voilà. Donc, s'il vous plaît, et donc, alors, si je mets 100% VHigh, ça c'est une hauteur, hein, donc ici, width, high plutôt, 100, et donc ici, 100% du viewport, et il y a 100, l'unité c'est VH.
Alors si je fais ça, vous voyez qu'il y a de l'ascenseur? Non? Voilà, donc ici, vous voyez le truc qui est orange? C'est quoi? C'est la marge de body. Donc ici, je vais mettre ici pour body, donc margin 2.0. Et là, c'est exact. Vous n'avez plus avec l'ascenseur. Et là, on est exactement au centre. Donc ici, pour notre box, ici, on peut faire ici box shadow 0, 0, 40 pixels, dièse. Voilà, donc. Mais avec box shadow, on peut le faire plusieurs fois. Alors, je peux faire ici, je peux copier ça et mettre virgule. Alors ici, donc, je vais dire juste 4 pixels et là, je vais mettre du blanc. FFF. Vous voyez là, j'ai mis une sorte de bordure là. Et donc, on peut continuer, faire des choses et ça peut ressortir un truc qui peut devenir intéressant. Ouais. Et donc là, on a centré. Bon. Alors la question maintenant, est-ce qu'on peut écrire ici, sur ça? Ouais, on peut écrire, ouais. Bien sûr qu'on peut écrire. Donc on peut ajouter ici P, allez, donc fois 5, qui contient du lorem 12. مشكلة. شنو وقع؟ Alors, donc ici, voilà, je vous montre. On veut écrire à l'intérieur de la div. Mais quand même, hein, je ne veux pas écrire à l'intérieur de la... Je ma page, il y a ça, mais après, donc, il va y avoir quelque chose d'autre. Donc, c'est juste pour vous dire ici, donc vous appliquez ça le parent, et on a appliqué ça le body. Et donc, on lui a dit display flex. Ben, il a fait ce qu'on lui a dit. Et donc, display flex, il a calculé. Donc, ici, vous avez les éléments, même les paragraphes qu'on a mis après, ils sont entrés. Donc, si je voulais faire ça, au lieu d'appliquer ce que j'ai appliqué ici à body, ben, il faudrait que je mette un parent à cette div. Et ce parent doit avoir la hauteur de body, etc. Et c'est à lui seul que je vais appliquer display. Donc, display flex. Ça va? Bon, je pense que ce serait bien de s'arrêter un peu avant de commencer le grid et le positionnement. D'accord? Donc j'arrête l'enregistrement.